Salut, et c'est parti pour le vrai début de la série She-Ra sur Netflix, produite par DreamWorks. J'avais pas fait gaffe, je vous cache pas, mais oui, c'est DreamWorks qui fait ça. Donc ça peut promettre du bien comme du moins bien, hein, je vous cache pas. J'avoue que je me suis surtout intéressé aux séries dérivées de films et j'ai rarement eu quelque chose de sensationnel. Le truc à m'avoir le plus convaincu dans ce que j'ai zioté, ça a été la série sur Kung Fu Panda, et encore c'était pas sans sas non plus quoi. Ça se regardait correctement. C'était sympa à regarder et ça s'oubliait vite quoi. C'est un peu ça. Et j'ai un peu peur de ça, je vous cache pas pour l'instant. Soit une série sympa, sans plus. Ça, c'est un peu les vibes que ça m'envoie tout de suite avec ce double épisode pilote. Je vous cache pas. Donc, on verra, hein. Ça fait le café, mais c'est pas non plus ce que j'appellerais sans sas. Même si c'est vrai que ça aborde des thèmes qui étaient cool et qui sont totalement repris des origines de She-Ra, la série des années 80. Ça, c'est un truc, je suis bien content de voir ça. On va reprendre exactement les mêmes bases. Exactement la même base, seulement ce coup-ci, il n'existera pas de musclor. Ou peut-être que si, peut-être qu'il existe un musclor et qu'on y fera allusion à un moment donné, mais voilà, tout se fera sans musclor. Il n'y aura pas de musclor pour venir l'aider, She-Ra, à découvrir qui elle est réellement. C'est un tas d'événements qui s'enchaîneront et qui lui permettront de découvrir un petit peu à petite dose, parce que pour l'instant elle n'est pas encore sûre qui elle est, d'où elle vient, d'où elle provient. Et pour l'instant, en termes techniques, c'est clair et net que c'est meilleur que la série des années 80. Une fois de plus, hein, les séries animées des années 80, niveau technique, hein, ils n'avaient pas beaucoup de budget en règle générale, donc ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Et là, on sent qu'on a mis les moyens et c'est très fluide en termes d'animation, d'action, de couleurs. J'aime bien ça. Les designs, j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop enfantin sur les bords, mais il reste assez cool quand même, donc ça va, d'un point de vue technique ça passe bien. Et je tiens à dire deux trois petites choses avant de commencer la critique en détail de l'histoire à proprement parler. D'une part, je vais voir cette série en VF et non pas en VO ce coup-ci. J'ai envie de la voir en VF parce que j'ai pas envie de cracher sur la VF indirectement ou donner cette impression-là lorsque je fais certaines de mes vidéos. J'ai tendance à partir sur la VO parce que c'est la version d'origine et parce que j'en entends souvent plus de bien par rapport à la VF. J'ai pas entendu énormément de mal de la VF de She-Ra sur Netflix, et en toute sincérité, étant donné que j'ai un peu suivi l'original en français, et quand je dis un peu suivi, c'est surtout le film pilote qu'on a vu la dernière fois, je trouve que ce serait pas mal de temps en temps quand même se pencher sur la VF d'une série, hein, qui n'est pas forcément en français, parce que bon, si elle est forcément en français, évidemment qu'on va voir la VF. Et pour l'instant, en tout cas, ça allait très bien. C'était de bonne facture, c'était très acceptable dans le ton. Les comédiens et comédiennes, surtout comédiennes, parce qu'on a majoritairement des persos féminins, hein, faut se rendre compte, ça je le savais, ils se débrouillent très bien. J'ai pas de problème. Le seul problème que j'ai, c'est avec la chanson d'intro. Voilà, je trouve pas ça super juste, mais en me l'étant écouté en VO, c'est pas comme si elle était extraordinaire de base, quoi. Disons qu'ils chantent un peu plus juste en VO qu'en VF. Voilà, pour la chanson d'intro. Mais en règle générale, pour le reste, ça passe très bien. Je n'ai pas de problème avec la VF pour l'instant. Peut-être que ça viendra au bout d'un moment, mais pour l'instant, la VF me convient très bien. Voilà, je tenais à le préciser. Et ensuite, pour terminer, je voudrais revenir sur un principe, un espèce de thème dont on parle à fond autour de cette série, comme quoi elle est pro-LGBT, que ça essaye de mettre en avant pas mal de minorités à cet égard-là. Et je tiens à le préciser de façon claire, ça ne justifiera absolument rien quant à la qualité d'écriture. Voilà, si ça veut dépeindre des gens de la communauté LGBTQ, tant mieux. Tant mieux, super, hein, ça peut être très bon, il faut que ce soit bien fait aussi, hein, faut pas que ce soit fait par-dessus la jambe.
c'est un petit peu important, mais ça ne change rien au fait que les relations doivent être amenées naturellement, que le scénario doit être bien écrit et que les thèmes doivent être bien abordés, tout simplement. Et c'est pas parce que on essaye de faire passer un message progressiste dans une œuvre qu'elle devient forcément, nécessairement, automatiquement géniale. Tout comme pour Steven Universe, ce sera un élément qui, s'il est bien traité, ajoutera une plus-value notable à la série, à l'œuvre, mais ça ne la rendra pas automatiquement superbe. Voilà, hein, que ce soit bien clair, hein, je vais pas être aux anges automatiquement, simplement parce qu'il y a ça qui est mis en avant. Voilà, hein. On est bien clair là-dessus, hein, vous n'allez pas me gonfler avec ça, s'il vous plaît. Donc, maintenant que c'est dit, penchons-nous sur She-Ra et les princesses au pouvoir. Pas la princesse du pouvoir, les princesses au pouvoir. Le titre est légèrement différent parce que on va avoir une organisation qui est très similaire à celle du pilote de la série de 85. Comme quoi, il y a la Horde, dirigée par le méchant Hordak, qu'on n'a pas encore vu dans cette intro, dans ce double épisode d'introduction. On n'a toujours pas vu Hordak, ou alors peut-être rapidement en flash, mais j'ai pas souvenir qu'on l'ait vu. Et donc, il est en train de s'emparer du royaume d'Eteria à l'aide de sa horde, donc, qui est assez malfaisante. Seulement, voilà, on va suivre Adora, la fille, notre héroïne principale, et qui, elle, suit les enseignements, suit les formations militaires de la Horde sans savoir qu'ils sont malfaisants. En fait, elle pense vraiment qu'ils sont là pour faire obéir l'ordre et qu'ils sont le camp du bien. Et on met bien en avant assez vite avec certaines discussions, certains dialogues, qu'elle a été recueillie lorsqu'elle était bébé par la sorcière bras droit d'Hordak qui s'appelle Ténébra, comme dans la série. J'avoue que elle est un peu moins sexy dans cette version-là, mais elle est plus cool. Je reconnais qu'elle est plus cool. Elle a ce pouvoir de manipuler ses cheveux, ce qui fait que ça la rend assez intimidante à ce niveau-là. Donc, c'est une recrue qui a des tonnes de formation militaire avec pas mal d'autres éléments de son âge, dont une fille qui s'appelle Catra, c'est une femme chat. Et je pense que c'est l'équivalent à ça. Ça va, ne t'en fais pas pour nous, miaou. On a un petit peu plus poussé. Bon, je vais me pencher un tout petit peu sur Catra parce que je sais qu'il y a pas mal de débats autour du personnage. Je sais vaguement autour de quoi ça a lieu, parce que je suis tombé dessus sans le vouloir. Malheureusement, il y a certains spoilers, on essaie de les éviter, on tombe dessus. Hein, c'est le truc que je sais. Je sais qu'il y a un débat autour de Catra qui n'est pas bien apprécié par une partie des fans, et on a du mal avec elle, surtout par rapport à un certain développement qu'on essaiera de mettre en place. Je ne sais pas tout dans les détails, mais voilà, je suis tombé là-dessus lorsque j'essayais de me renseigner un petit peu, de voir certaines vidéos qui, dans leur thème, n'avaient pas de rapport direct avec ça. Par exemple, il y avait quelqu'un qui faisait une analyse de la saison 3 de Infinity Train. C'était super cool, hein, moi j'étais content de voir ça, mais à un moment donné il a fait un parallèle, ce gars-là, entre un personnage de la saison 3 et Catra. Et donc il a donné évidemment des informations sur Catra. Je suis tombé sur une autre vidéo qui démontait certains arguments d'une certaine youtubeuse quant à la façon d'écrire une histoire continue. Et à un moment donné, dans ses arguments à cette youtubeuse, on a fait un tacle direct à Catra dans la série She-Ra. Ce qui fait que ça me donnait une idée assez forte de ce que ça a amené. Et disons que en sachant ça, ça va être difficile d'être surpris par certains de ces développements. Tant pis pour moi, j'ai pas de veine, hein. Je cherchais vraiment pas à être spoilé, mais bon, je l'ai été malheureusement. Et donc, je verrai. Je vais vraiment rentrer dans le développement de Catra avec le point de vue de quelqu'un qui a une idée assez forte des problèmes que les gens semblent avoir avec. Et qui a l'air d'être bien parti pour les partager, ces problèmes-là. Hein. On verra pour l'instant. Hein. Donc voilà, Catra, c'est du genre... Je m'en foutiste, je baille au corneille, je fais ça pour m'amuser un petit peu. Étant donné que c'est une femme chat, elle est super agile. Est-ce qu'il y en a d'autres des comme elle? Parce qu'à nouveau, hein,
dans son équivalent des années 80, qui a l'air d'être beaucoup moins poussé, beaucoup moins recherché qu'elle, c'était la seule de son espèce. Mais étant donné que c'était vraiment du truc ultra magique, mon cul, quoi, tu t'acceptais ça comme ça, quoi. Il y a des gens qui ont leur spécificité, ce sont des monstres un peu spécifiques. Là, ça donne l'impression que, étant donné que c'est une recrue, tout comme Adora, il doit y avoir un peuple comme elle. Donc j'espère qu'on se penchera là-dessus. Enfin, on verra. Hein. Ce n'est qu'un avis comme ça. Donc, Adora, notre héroïne principale, est une recrue qui suit les formations militaires de la Horde, en pensant que c'est bien, tout ça. C'est vraiment du genre, je suis les règles, je suis un peu un garçon manqué. J'imagine qu'on voulait la rendre moins typiquement féminine, parce que ce serait plus woke, ce qui commence à être un peu typique, ça aussi, je vous cache pas. Enfin bref. Je me plains pour rien, c'est pas un problème. Pour l'instant, elle est donc ultra à fond dans ses entraînements, et Catra un peu moins, ce qui fait que au bout d'un moment, Ténébra vient la voir pour lui dire tu te débrouilles bien, hein, depuis que je t'ai recueilli, tout ça. Maintenant, avec tout est au fait, tu vas être nommée commandante de la Horde. Tu pourras avoir ton escadron et commander des gens, elle est contente. Seulement Ténébra lui dit c'est seulement toi, hein, pas ton escouade ou quoi que ce soit, hein, seulement toi. Et donc elle se sent mal vis-à-vis de Catra qui, elle, j'aurais bien voulu participer à ça, et donc elle lui fait un petit peu la gueule. Elle dit c'est pas juste, toi c'est toujours toi qui as tout parce que t'as obéi aux ordres comme un petit chien, et moi je suis pas un petit chien, je suis une chatte. J'essaie d'être drôle parce que j'ai pas énormément de choses très fortes à noter dans ce résumé, je pense. En tout cas, pour se faire pardonner, Adora décide de faire une petite fugue avec elle sur un espèce de vaisseau de la Horde dans la forêt du coin, la forêt des murmures comme on l'appelle. Il me semble comme ça exactement que ça avait été appelé également dans la version 1985. Ils ont vraiment essayé de leur mieux pour reprendre les noms de la VF. Et il me semble que c'était pas tout à fait les mêmes que ceux de la VO, donc ils ont fait gaffe. J'aime bien, hein, c'est un petit dévouement qu'on voit pas forcément automatiquement, donc c'est assez cool. Je suis content d'avoir suivi, une fois de plus, la version de base un tout petit peu pour me faire une idée et voir de façon claire ce qui a été repris, si ça essaye d'être un peu fidèle, ne serait-ce qu'à la narration. Et pour l'instant, j'avoue que c'est plutôt fidèle à la narration. En tout cas, elle décide donc de se marrer un petit peu, sans faire exprès, donc elle se rend à l'intérieur de cette forêt des murmures, parce que Catra c'est du genre une fois de plus tête brûlée, donc ouais super on s'amuse, allez on fonce n'importe où, ça me fait plaisir. Ce genre de comportement un peu moyen, c'est le genre de comportement qui peut être cool si on fait évoluer le personnage autour de ça. D'une certaine façon, et donc faut voir un petit peu comment ça va être traité par la suite. Alors, en tout cas, en s'amusant comme ça, elle finit par faire tomber Adora à l'intérieur de cette forêt, et en tombant à l'intérieur de cette forêt, dans cette forêt, elle finira par tomber sur une épée prise dans une lierre, et en touchant son pommeau, elle a un flash qui lui vient. Une voix qui résonne dans sa tête, une femme qu'elle ne connaît pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant que j'y pense, Adora c'est son vrai nom de naissance en fait. Comment ça se fait que la Horde lui ait laissé avoir ce nom en fait? Pourquoi ils l'ont pas renommé puisqu'ils l'ont pris tout bébé? En fait c'est comme dans la version de 1985, maintenant que j'y pense. Pourquoi lui avoir laissé ce nom-là? Pourquoi pas lui avoir donné un nom plus Horde? Histoire de la détacher totalement du passé dont on voulait totalement la sortir. C'est bizarre. Genre de détail dont on fait pas gaffe. En tout cas, elle a ce flash, et il y a Catra qui finit par la réveiller, et si elle se réveille un peu plus loin que l'épée pour des besoins scénaristiques, je crois. C'est parce que je comprends pas pourquoi elle se réveille à plusieurs lieues de l'épée à ce moment-là. Je veux dire, elle a touché l'épée et elle a eu un flash qui l'a propulsé plus loin, pourquoi? J'ai pas compris. Bon, là, l'épée est plus à proximité, donc elle se demande est-ce que c'était vrai ou pas, est-ce que c'était un rêve, ou je ne sais pas trop. Et parallèlement, on va sur un petit peu nos deux autres héros principaux. Parce que dans l'intro qui commence dans l'épisode 2, on voit que ça va vraiment être un trio principal, avec d'autres persos à côté évidemment, mais on va vraiment suivre un trio d'amis principaux, et ce trio-là, ça sera donc composé d'Adora et des membres de la rébellion, c'est-à-dire Flèche d'Or, qu'on connaît bien, et Scintilla. Scintilla, qui est une gamine de quoi, 12-13 ans?
En tout cas, physiquement, elle a bien l'air de pas faire beaucoup plus. Et, et ça commence avec une introduction au poil, où elle rentre d'une mission pour aider un village que sa mère ne lui a pas autorisé à faire. Et donc, en se fritant avec sa mère, en s'engueulant avec elle, elle lui dit « Va dans ta chambre !» C'est l'introduction du personnage, ok. Et c'est là qu'on va un tout petit peu commencer à parler du problème principal que je vais avoir avec le ton de cette série, en tout cas tel qu'il nous l'est présenté pour l'instant. C'est qu'on essaie de donner un caractère très enfant-ado à nos personnages, un peu trop poussé. Je veux dire, Adora et Catra, c'est déjà pas mal, mais alors là, Cynthia, c'est vraiment la fille de 12 ans qui veut se prouver. Elle a des bonnes intentions, mais elle a ses petits gémissements de fille de 12 ans. Elle a ses petits caprices, et je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Ah, ma mère m'a interdit un truc, ça m'énerve, on se dispute, ah, je veux plus l'écouter, tout ce genre de truc, ouais. Et je trouve pas ça extra. Je trouve vraiment pas ça extra. Ça aide pas énormément à appuyer le personnage, lui donner une personnalité particulièrement forte. Ça en fait une gamine typique qui est une fois de plus contre l'autorité. Parce que c'est tellement génial ça de voir ce genre de gamine toujours contre l'autorité qui essaye de se démarquer. Et elles ont raison de faire ça. Parce que grâce à ce qu'elles font, les choses vont mieux. À chaque fois, hein. Je pense que ça fait partie de ces trucs. Je commence à... Ça commence à m'avoir les jures en fait. Ça a commencé avec Jade Chan, je pense, dans la série Jackie Chan. C'est là que ça a commencé à avoir un peu d'usure sur moi. Et petit à petit, plus je vois ce genre de personnages, moins j'arrive à les apprécier. Peut-être parce que je deviens un vieux con, j'en sais rien, mais il y a certains moments où j'ai quand même du mal. Surtout dans ce cas précis où elle lutte pour la rébellion, elle est avec la rébellion en tant que princesse, parce qu'à nouveau, il y a des princesses partout, il n'y a que des princesses en fait. Le fait d'avoir des pouvoirs magiques, ça te fait de toi une princesse. En gros, c'est ça le principe des princesses, c'est pour ça qu'on dit les princesses au pouvoir. Ok, c'est pratique. J'espérais vraiment qu'on évite ça. J'espérais qu'on évite cet écueil de la série de 1985 et qu'on essaye d'être un tout petit peu plus terre à terre, technologie contre technologie, et juste She-Ra qui est au centre et peut-être 2-3 autres persos qui ont des pouvoirs magiques, mais voilà, pas de trucs ultra extravagants pour tout le monde. Mais ça a l'air de vouloir faire comme pour la série des années 80 et de vouloir rendre tout le monde extravagant. Je veux dire, pourquoi pas. Enfin bref, elle s'est disputée avec sa mère, elle est mise dans sa chambre, ce qui ne devrait pas poser un gros problème puisqu'elle a le pouvoir de se téléporter. C'est son truc, hein. Elle peut faire des espèces de boules d'énergie et elle peut se téléporter. Hein, elle ne sait pas manipuler ça avec une précision parfaite, mais elle peut le faire. Ce qui fait que lorsqu'il y a son ami qui vient la voir, qui a genre 4 ans de plus qu'elle, en tout cas on dirait, ou alors elle est très tardive hein, en termes d'hormones, parce que une fois de plus, elle fait pas plus de 12-13 ans. Hein. On dit pas son âge précis, c'est pour ça que je dis ça, hein, mais si vous me dites qu'elle est à peu près du même âge que lui, c'est... Il y en a un pour qui les hormones ont été plus généreux que d'autres. Hein, faudra peut-être attendre un petit peu pour Cynthia, quoi. Hein, Cynthia, qui est donc un personnage, c'était la leader de la rébellion dans la version des années 80. Et même si je trouvais que en termes de personnalité, elle était pas mémorable, autant en termes de position, c'était quand même plus notable, plus remarquable dans la version de départ d'avoir une femme, une jeune femme obligée de diriger une rébellion parce que sa mère, la reine qui dirigeait tout avant, a été capturée. Et elle essayait de faire avec, de se débrouiller sans elle. Il y avait quelque chose de plutôt joli autour de ça. Et là, on en fait juste une relation mère-fille typique. En fait, ultra typique. Et je sens que je vais dire typique pas mal de fois parce que je pense que c'est un peu le ressenti global que j'ai autour de ce début de série. En fait, c'est très typique sur pas mal de points. Bref, Flèche d'Or vient la voir pour lui parler en catimini, même s'il est censé savoir très vite que sa mère l'a mise dans sa chambre et qu'elle n'a pas le droit de sortir, mais il veut quand même forcer ça, ce qui veut dire qu'il n'est pas super responsable le gars, et qui lui dit que son appareil technologico, mon truc qu'on n'a pas présenté, a retracé le signal d'un objet provenant des fondateurs,
On n'explique pas tout de suite qui c'est, mais les fondateurs, c'est ceux qui vivaient avant, il y avait une grande sagesse, tout ça, très typique, une fois de plus, qui dormait dans la forêt des murmures, et il voulait lui en parler pour aller à la chasse à l'objet. Parce que ça ne peut être personne d'autre à part Cynthia. Personne d'autre dans la rébellion ne serait partant pour faire ce genre de mission dans la forêt des murmures. Forêt des murmures qui est censée être dangereuse, et on verra que, ouais, ça l'est un peu, mais pas tant que ça. Donc voilà, on a ces deux personnages-là qui se rendent à la forêt des murmures, et en même temps on va avoir Adora également qui sera revenue donc de son excursion avec Catra, mais qui se sentira vraiment totalement appelée par l'épée, et donc elle se barrera en pleine nuit en demandant à Catra de la couvrir. Ça ne marchera pas très bien puisque Catra finira par se faire questionner par Ténébra, qui finira par retracer son signal plus tard. Hein. On verra ça dans l'épisode 2. Hein. Mais voilà, Adora partira seule en direction de la forêt, même si Catra voulait la suivre. Je vois pas pourquoi elle n'aurait pas voulu que sa copine la suive. Mais bon, c'est un détail ça. Bref, elle se rend toute seule dans la forêt et elle arrive à l'endroit de l'épée, parce que cette épée existe bel et bien. Une fois de plus, elle a dû être propulsée la première fois qu'elle a touché. Et elle arrive en même temps, exactement en même temps, devant l'épée que Flèche d'Or et Cynthia. Et étant donné, bien entendu, que ce sont deux factions ennemies, où Adora croit que les rebelles sont les méchants, et où les rebelles savent que la Horde sont les méchants, hein, parce que c'est vraiment gentil contre méchant, hein, totalement, c'est sûr que c'est houleux au début. Ils finissent par se battre un petit peu, à se balancer des pics, et au bout d'un moment, lorsque Adora finira par mettre une fois de plus la main sur l'épée, elle aura une fois de plus ce flash et qui lui viendra en tête, là, qui lui parlera un petit peu de certaines choses dont elle ignore totalement la logique. Adora, tu as un grand destin qui t'attend, fais confiance à l'honneur du crâne ancestral. Mais qu'est-ce que c'est le crâne ancestral? Je comprends pas. Et je vous cache pas que c'est un truc, même moi en tant que connaisseur un tout petit peu de la série de base, je sais pas ce que c'est. C'est quoi exactement le crâne ancestral? C'est une sorte d'objet de vénération que représentent les fondateurs sans doute. Enfin bon, elle comprend pas ce qui se passe, et à cause de ce flash qu'elle a eu, eh ben elle se fait assommer et capturer par les deux autres. Cynthia qui lui dit: ah, on te tient, espèce de sale garce, avec tout ce que tu nous as fait, maintenant on tient une épée et on a une traîtresse à montrer à ma mère, je vais pouvoir me glousser devant elle. Ils finissent par se barrer avec quelques répliques cinglantes les uns envers les autres, pour finir par tomber sur une créature qui les attaque, une créature de la forêt des murmures, une fois de plus, et c'est le seul danger qu'ils croisent en fait. Le seul vrai danger, une grosse créature. C'est juste qu'ils ont eu de la chance en fait, en règle générale il y a plus de machins comme ça, parce que je suis désolé, avec les pouvoirs de Cynthia, une fois de plus, elle pourrait facilement se barrer. Et je voulais me dire que ce genre de choses, c'est vraiment impossible à battre. Alors, enfin bon, ils essayent de se défendre un tout petit peu, Cynthia et Flèche d'Or sans trop y arriver. Elle pense pas une seconde à se barrer en laissant la traîtresse seule pour l'instant, Cynthia, alors qu'elle pourrait. Je veux dire, qu'est-ce qui l'attache particulièrement à ce point à Adora pour l'instant? C'est plus tard que s'y reviendra, hein, parce qu'une fois de plus, ce seront les meilleurs amis du monde dans pas longtemps. Mais ouais, il reste là, et puis Adora, qui les voit être un petit peu assommés par ça, finira par se dire: ok, je peux pas la laisser comme ça. Et elle arrive à mettre la main sur l'épée et finit par entendre une fois de plus cette voix dans sa tête, et elle finit par dire: pour l'honneur du crâne ancestral, ce qui la transforme en She-Ra. Fin du premier épisode suspense. Et dès l'épisode suivant, eh ben on nous troll, puisque elle se défait tout de suite de cette forme, mais genre en l'espace de 3 secondes. Et tout le monde se dit: mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? Qu'est-ce que t'as foutu? Ah, je sais pas ce qui se passe, blablabla. On est tellement pris dans le délire. On fait pas gaffe au monstre qu'il y a derrière nous. Et c'est après qu'on se dit: ah oui merde, il faut peut-être qu'on s'en échappe, parce qu'on est pas assez fort pour ça. Et en se barrant, il tombe comme par hasard, sur un temple des fondateurs qui traînait dans le coin. J'imagine que comme c'est pas loin de l'épée, même pas en fait, puisqu'ils ont fait de la marche en direction de... C'est du hasard. C'est du hasard. Il y a un temple des fondateurs qui traînent dans le coin, et ils se barrent dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont devant la porte, ils savent pas l'ouvrir. Il y a Cynthia qui se dit: je peux peut-être nous téléporter. Ah, mais tu peux pas nous téléporter tous les 3 à la fois, ce serait trop de pouvoir pour toi. Et moi je me dis: ok, téléporte-les un à un.
à ce moment-là, c'est plus trop grave. Si tu peux téléporter les gens en étant 2 par 2, ça devrait passer. C'est bon, hein, ça se règle vite, ça. Mais non, ils réfléchissent pas trop à ça. Hein, j'imagine que c'est la panique, ils y pensent pas. Mais à côté de ça, il y a Adora qui arrive à lire les inscriptions sur la porte. Ce qui est bizarre, parce que ce sont des inscriptions des fondateurs, un texte ancien, qui a exactement son équivalent anglais, puisque on verra lorsqu'elles entreront, puisqu'elles donnent le bon mot de passe pour entrer, qui s'appelle Eternia, référence donc au royaume de Musclor. Et si ça se trouve, c'est ça les fondateurs, c'est le royaume de Musclor. Peut-être que Musclor aura un rôle. Je ne sais pas, ou alors c'est juste une référence à Musclor. Je ne sais pas. Mais bon, bref. Le mot de passe pour entrer, c'est Eternia. Et ils arrivent à rentrer là-dedans pour se défaire du monstre qui les pourchassait. Scintilla qui se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu spécial avec Adora et se sent un petit peu en reste. Et en tenant l'épée, parce qu'elle lui a reprise l'épée, elle essaye de faire la même chose en disant par l'honneur du crâne ancestral, et ça marche pas pour elle. Donc elle se sent un petit peu délaissée, laissée pour compte pour ça. Elle est un peu jalouse de cette Ordienne qui aurait un pouvoir magique ancestral qu'elle ne devrait pas posséder et qu'elle ne mérite pas pour elle. C'est un moment que j'apprécie. Dans l'écriture, je tiens à le préciser parce que je te trouve que majoritairement c'est ultra typique, mais ce genre de petit moment, c'est bien. C'est bien. Si vous en faites plusieurs des comme ça serait cool. Donc elle visite un petit peu le coin et lorsque Adora se rend devant un espèce d'hôtel particulier, elle lit une fois de plus les symboles qui disent She-Ra. She-Ra qui fait apparaître donc la femme qu'on a vue, c'est une sorte d'hologramme de l'ancien temps qui demande à un administrateur de s'occuper des choses et à aucun moment donné on se dit laissons Adora faire ça. Non, on est un petit peu con, on va essayer, donc Flèche d'Or essaye, puis après Scintilla essaye, et donc il y a une erreur système, et c'est après coup que Adora essaye de parler un petit peu. C'est bien, c'est bien. Vous auriez peut-être pu réfléchir au fait que, étant donné que c'est Adora qui a enclenché ça, peut-être que c'était elle, le fameux administrateur dont on avait besoin. Seulement voilà, c'est trop tard, il y a Adora qui se dit « peut-être que si je me retransforme en cette femme, je pourrais y arriver », mais il y a Scintilla qui est une fois de plus prise par la jalousie, qui se dit « non, je vais pas te faire confiance, et je vais nous téléporter tous les trois ». Seulement voilà, c'est trop de puissance, ça l'a totalement épuisé, ce qui fait que elle se réveillera après et c'est histoire de montrer qu'elle s'épuise petit à petit. Ça c'est un truc qui est pas trop mal non plus. On montre l'épuisement de Scintilla par rapport à l'utilisation de ses pouvoirs par petites bribes. C'est pas plus mal. Après coup, ils poursuivent leur chemin et finissent par se dire ok, Adora, comment ça se fait que tu nous aies pas fait faux bon là? Parce que à de nombreux moments, tu aurais pu nous faire faux bon. Hein, on n'est pas vraiment les meilleurs gardiens du monde. C'est bien appuyé ça parce que je me pose la question moi aussi. Et elle finit par raconter, Adora, que toute sa vie, c'était un gros secret. Elle savait pas ce que ça représentait, son passé, son histoire. Et là, elle sent qu'elle peut avoir des réponses en les suivant. Et j'ai envie de dire, ça se ressentait pas tant que ça dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1, il y avait un petit moment avec Ténébra où elle expliquait qu'elle avait été recueillie, mais après coup, elle suivait un petit peu les directives. Elle avait l'air d'être totalement dans le délire de l'armée qui était là pour faire régner l'ordre. Et le fait qu'on mette ça en avant, je trouve que ça sort de nulle part. Et à part si vous pouvez me pointer quelques petits mouvements corporels qui pouvaient indiquer vaguement qu'elle avait ce ressenti, ça se ressentait vraiment pas dans la première moitié. Le fait qu'elle l'ait maintenant, je dis pourquoi pas, mais c'est pas non plus ce que j'appelle quelque chose de superbement amené. Alors que, à nouveau, si je dois comparer à la série de base, c'était ultra kitsch et c'est pas super bien mis en scène. C'est sûr qu'on soit bien d'accord, mais au moins on explique qu'elle est totalement hypnotisée par la magie de Ténébra et qu'elle croit dur comme ça faire ce qui se passe parce qu'il y a de la magie malfaisante qui lui gangrène un peu l'esprit. Et ici, c'est moyennement l'impression que ça donne. Je veux dire, peut-être qu'il y a un peu de ça, c'est pas impossible qu'on reprenne les choses là-dessus et qu'on dise que Ténébra a usé de sa magie pour l'influencer. À ce moment-là, ok, mais ça donne un peu l'impression qu'elle a été influencée simplement en étant entraînée depuis toute jeune et en croyant sincèrement, dur comme fer, qu'on l'entraînait pour quelque chose de juste. Le fait
qu'on la montre à accepter ça comme ça, et que tout d'un coup elle se dise ok, maintenant j'ai envie de découvrir mon passé totalement, et je veux pas être totalement fidèle à la Horde parce que il y a ces personnes-là qui disent que la Horde c'est méchant. Je trouve ça un peu fort de café. Je pense que, de son point de vue, par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode premier, elle aurait plus été du genre à revenir à la Horde, dès lors qu'elle avait l'occasion de le faire, pour en parler et essayer de questionner un petit peu ces gens envers lesquels elle a une grande confiance. C'est juste, en toute sincérité, quelque chose qui manque de développement pour être particulièrement fort. Et ça donne un peu l'impression qu'on trouve une excuse pour justifier le fait qu'elle les suit, tout simplement. Et ça serait peut-être un petit peu mieux passé si on avait créé des liens entre eux qui étaient un petit peu moins typiques. Parce que les liens qui se créent, leurs discussions, leurs dialogues, sont pas mauvais du tout. C'est clair et net, une fois de plus, si je dois comparer à la version de base, que c'est beaucoup mieux amené, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, mais c'est tellement des conversations d'ados typiques, comme on en voit des centaines dans ce genre de configuration, de sorte de série, quoi. Il y a une série, je me souviens plus exactement comment elle s'appelle, il me semble que c'est Glitch Tech ou un truc comme ça, que j'ai essayé de suivre au début parce que c'était assez cool, le concept c'était de suivre deux jeunes qui sont engagés dans une organisation qui répare les glitches qui finissent par se manifester dans la réalité. Ce qui peut être assez cool dans l'idée, mais on insiste tellement sur le fait que ce sont deux jeunes ados qui ont leur comportement d'ados typique, qui prennent les choses tellement à la légère la plupart du temps, ce qui fait que dès lors qu'on essaye d'appuyer des enjeux un peu forts, t'as le sentiment que c'est un peu trop atténué par ce comportement beaucoup trop détaché, relax, un peu trop présent. Un peu trop présent de temps en temps, ok, mais là c'est trop présent. Il y a ces discours, ces comportements très adotypiques qui, je trouve, font légèrement tâche avec le propos, tout simplement. Parce que même dans Glitch Tech, au moins je pouvais comprendre que on était dans un monde qui était un peu similaire au nôtre, avec une ambiance globale où il n'y avait pas des enjeux super forts, des choses très 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 graves à prendre en compte globalement. Mais là, on est dans un état de guerre où il y a une méchante tyrannie qui est mise en place, et on essaye de lutter contre elle. Avoir ce genre de comportement d'ado typique de façon aussi poussée, étendue aussi longtemps, pour appuyer nos personnages, je trouve que ça atténue de façon assez forte la puissance de la situation mise en place, de votre configuration mise en place. Et je trouve ça un peu facile, un peu trop facile, trop typique une fois de plus. On suit des ados comportements typiques. Et le pire à ce niveau-là, c'est lorsqu'ils passent devant un village qui est en train de faire une fête, et que Adora se demande, mais une fête, c'est quoi une fête? Il y a Flèche d'Or qui finira par se dire, une fête? Tu sais pas ce que c'est une fête? Mais c'est dingue, il faut absolument qu'on te fasse découvrir ça. Donc il la fait participer à la fête, et en l'espace d'un montage d'à peine une minute, elle découvre les bonnes choses, manger, s'amuser, une sorte de piñata à sauce Eteria, c'était bizarre ça, et elle dit oh c'est trop beau, elle a des étoiles dans les yeux, tout ça, oh c'est ça, s'amuser, c'est trop bon, oh. Ce genre de comportement ultra excessif qui n'aide pas à appuyer la configuration centrale. Quant à ces moments-là, et même un moment un peu particulier où elle voit un cheval, elle se dit « Oh, c'est trop beau, qu'est-ce que c'est que ça? Et je touche sa crinière, c'est le plus beau jour de ma vie! » Tu perds la force de la mise en place. Tu perds un peu la force de la mise en place. C'est pas affreux, c'est pas comme si c'était de l'humour emmerdant comme dans Star Butterfly, clairement pas, mais c'est trop typique, une fois de plus, trop typique. Bon, après s'être amusée et avoir montré qu'elle est super contente, elle se fait attaquer peu de temps après, enfin le village se fait attaquer par les troupes de la Horde. Et là, elle est prise dans un étau parce qu'elle croit encore un tout petit peu
Adora que la Horde fait ce qui est juste et que c'est juste un gros malentendu. Elle le pense encore à ce moment-là. Et le fait est que non, hein, c'est pas le cas. Hein. Lorsqu'elle essaiera un tout petit peu de se montrer et de calmer le jeu, elle fera face à Catra. Catra qui a été envoyée par Ténébra parce qu'elle a eu vent une fois de plus de la sortie d'Adora, je l'ai parlé rapidement ça. Et donc elle a envoyé la ficha sur un ton menaçant pour s'attaquer à ce village, sachant que c'était déjà prévu de faire un raid sur ce village avant. Parce que bon, à un moment donné, Catra dit « Ah oui, mais si on est là, c'est parce qu'on sait que t'étais là et qu'on t'a capturé. C'est pour venir te sauver que j'ai fait ça quand même. » Et tu te dis « Ouais, mais c'était quand même censé être une attaque prévue, donc... ça peut pas être l'excuse que tu peux donner pour attaquer ce village. C'est toi qui cherches l'excuse, quoi. Mais bon, c'est un peu prévu parce que elle est consciente, Catra, que ce que fait la Horde, c'est mal. Elle sait que c'est de la manipulation, que ce sont des sales enfoirés dans le coin. Elle avait totalement compris ça. L'important, c'est qu'on se serre les coudes pour gravir les échelons et être parmi les plus grands au pouvoir. Si c'est vraiment ce que tu voulais, Catra, pourquoi tu flémardais lors des exercices? Si c'est vraiment ce que tu voulais, Catra, je pige pas, mais bon, hein. J'imagine que c'est sa nature de chatte, de vouloir faire le moins d'efforts possible, c'est pas impossible. Mais voilà quoi, on se trouve dans cette situation où Adora est mise face à un choix, avec Catra, celle qui reconnaît un petit peu qu'elle est dans le camp des méchants, et qu'elle accepte totalement d'être une garce, pour en faire partie et avoir le pouvoir, et Adora qui dit que c'est pas bien, qu'elle pensait faire ce qui était juste, faire régner l'ordre de façon claire, mais non. Et elle se dit non, je peux pas accepter ça, il faut que j'empêche ça, et c'est là que c'est le grand clash entre eux, où Catra se dit non. Je vais pas te laisser partir, elle la tase parce qu'elle a un taser. je vais te faire rentrer de gré ou de force, mais c'est là que Scintilla et Flèche d'Or arrivent à sa rescousse parce que Scintilla finit par se dire, après avoir vu être totalement émerveillée en découvrant ce que c'est que les joies de faire une fête, elle doit être gentille en fait, elle doit être de notre côté. Et donc ils foncent à son secours pour la sauver. Flèche d'Or essaie de les retenir un tout petit peu, tandis que Scintilla, après avoir usé ses pouvoirs jusqu'à la moelle, donc elle peut plus trop bouger, dit à Adora, on sait que ça peut être juste, en t'ayant vu, je sais que tu es mon ami, tout ça, je pense que tu peux être mon ami, et donc elle est touchée par ces mots, elle brandit l'épée en disant, par l'honneur du crâne ancestral, et ce coup-ci, elle va vraiment se battre en tant que She-Ra, et une fois de plus, en tant que She-Ra, elle est pas mal pétée. Ah, mais vraiment, hein, pas mal. Hein. J'imagine qu'on va trouver des combines pour essayer de pallier à ça du côté de la Horde, mais voilà, on a une bonne grosse vingtaine de tanks, paf, elle plante son épée au sol, tous défaits, elle en détruit un facile à coup d'épée, et voilà, elle a un petit peu sauvé la situation, empêché le massacre jusqu'au bout du village, tandis que elle voit son ami Catra qui la fuit, qui part. Mais alors que cette amitié se détruit, elle se rend compte qu'une nouvelle se forme. Et oui, les deux autres finissent par l'accepter, elle se rend compte qu'elle a plus sa place dans la Horde, comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu trahir ce truc, tu as ta place parmi nous, tu auras des réponses là-bas, et voilà, ils se rendent là-bas. Avec le cheval, voilà, le cheval, il a un tout petit peu aidé lors du combat, donc le cheval va les suivre, elle a son fougor de prévu, quoi, c'est fait. Donc c'est la fin, et ça allait. Je sais que j'ai été un petit peu méchant, mais c'est mon truc, hein, je suis pas mal, mais en termes de rythme, en termes d'action, en termes d'ambiance, c'était très solide en soi pour raconter ce qu'il y avait à raconter. On met en place le petit mystère sur les origines d'Adora et ce qui tombe dessus de façon un peu facile, il y a un peu de comme par hasard, mais j'ai vu pire. Et voilà, les développements se font à un rythme tout à fait satisfaisant. Le problème, c'est le ton, en fait. C'est le ton des interactions et la façon dont s'expriment nos personnages qui vont les rendre pas ultra marquants, ce qui me concerne. Hein. Pour l'instant, Scintilla, je la trouve pas particulièrement notable. C'est la gamine typique, comme j'en ai vu je sais pas combien.
Flèche d'or, pareil, c'est l'ado qui essaye d'être sympa, un petit peu surexcité, que j'ai vu des tonnes de fois, et même Adora, hein, quoi, c'est la garçon manquée qui a ses doutes, mais qui finit par voir le côté juste avec un petit trauma, et j'ai vu ça des tonnes de fois, et je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans la façon dont sont dépeints ces personnages pour les rendre ultra marquants, en fait. Ils passent bien, mais dans leur façon de s'exprimer, dans la façon dont on les présente, ok, typique, à fond. Et faut voir, quoi, faut voir. Hein. Peut-être que ça ira mieux par la suite, faut voir. C'était le début, ça peut promettre, comme ça peut baisser après coup, on verra bien. Je sais pas quoi dire de plus. À bientôt pour l'épisode 3, pardon. Bye!